C'est bon? Ça ne marche pas vraiment, hein. Oui, il marche pas. Bonsoir pour ce conseil municipal qui, fort heureusement, est revenu en présentiel. Donc, c'est le premier en présentiel depuis un long moment avec du public. Le premier point à l'ordre du jour qui ne figurait pas sur les documents qui vous ont été transmis était l'accueil d'un nouveau conseiller municipal suite au départ de Madame Anne Dallet, comme cela avait été précisé lors du dernier conseil municipal. Il s'agit donc de l'arrivée dans notre conseil de Monsieur Benoît Monteau, qui est encore dans le train et qui va nous rejoindre en cours de conseil, et il sera précisé un petit peu plus tard les fonctions, la délégation qu'aura Monsieur Benoît Monteau. Voilà, donc je vous propose à présent de revenir à l'ordre du jour tel qu'il vous a été transmis, c'est-à-dire avec la nomination du secrétaire de séance, Bertrand Coquart, qui va faire l'appel.
Bonsoir, chers collègues. Monsieur Philippe Guiguen. Présent. Madame Hein. Présente. Monsieur Coquart, je suis présent. Madame Beaulieu. Madame Beaulieu a donné pouvoir, je crois. Oui, m'a donné pouvoir. Très bien. Monsieur Psycry. Présent. Madame Bontemps. Présente. Monsieur Lecoq. Présent. Madame Plassard. Ok. Monsieur Philippe Huret. Madame Boussinet. Madame Amiot. Monsieur Silou. Madame Dominguez. Monsieur Thual. Madame Bouchez. Madame Vaugarny. Monsieur Lefort. Monsieur Pereira. Madame Stucky. Monsieur Farougia. Monsieur Lamiot. Monsieur Koutari. Madame Djelelia. Monsieur Monteau, absent en retard. Monsieur Lévy. Madame Dupuis-Goyet. Madame David. Monsieur Hu. Monsieur Seval. Madame Driff. Madame Géronimi. Madame Frémont. Monsieur Le Rouge. Voilà, le quorum est atteint. Avant de débuter cette séance, je souhaite passer la parole à monsieur Benoît Lefort. Oui, bonjour à tous. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du caporal-chef Maxime Blasco, tué à 34 ans au Mali le 24 septembre. Donc en conséquence, je vous propose une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet instant de recueillement en l'honneur de ce caporal-chef qui, il vous a peut-être été rappelé qu'il avait en 2019 sauvé 2 de ses collègues lors d'un crash d'hélicoptère. Donc nous allons revenir à notre ordre du jour avec le premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Frémont. Alors, page 20. Vous me faites dire, pour compliquer, c'était pour compléter. OK. Et deuxième remarque, le conseil est clos. Et vous passez la parole à Anne. Il me semble que quand le conseil est clos, il n'y a plus rien d'écrit derrière. Donc vous écrivez ce qui a été dit par votre ancienne adjointe, et après, une deuxième fois, le conseil est clos. Si le conseil est clos, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une discussion, vous aviez clos le conseil et notre discussion n'est pas apparue lors du compte-rendu.
Ben là, elle est apparue parce qu'elle avait été enregistrée. Peut-être que lors du précédent conseil, elle n'était pas enregistrée, mais je pense qu'il y avait une large émotion et un large consensus sur l'ensemble du conseil municipal suite au départ de Madame Anne Dallet. Et même si le conseil était clos, il me paraissait important de rappeler les mots de Madame Anne Dallet. D'accord, donc quand le conseil est clos, on peut continuer à dire des choses qui sont écrites sur le compte-rendu, c'est ça? Donc dans ce cas-là, il faut que ce soit toujours le cas. Nous veillerons par la suite, Madame Frémont, à ce que tout cela soit peut-être un peu plus clair, mais je persiste. Il était pour moi important que les derniers propos de Madame Dallet soient rapportés, et d'ailleurs, Monsieur Hu a également répondu à ces propos de Madame Dallet, et je pense que c'était quelque chose de très bien pour l'ensemble du conseil municipal. Nous n'étions pas là dans une posture politique, mais dans une posture humaine. Je ne vous dis pas que ce n'était pas bien, je ne comprends pas. Des fois c'est écrit, des fois c'est pas écrit. C'est juste pour avoir des éclaircissements et dire ce qu'il est légal de faire. Très bien, je vous remercie pour votre remarque. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Le point suivant concerne les décisions qui ont été apportées durant cette période. Je vous propose, comme nous le faisons à présent depuis les différents conseils précédents, s'il y a des questions, de remonter l'ensemble des questions et nous ferons autant que possible les réponses en fin de conseil. Y a-t-il des demandes de précision par rapport à ces décisions ? Oui, Monsieur Lévy. C'est une intervention globale sur les décisions, mais sur une partie des décisions. Chers collègues, sur le site web de notre ville, il est indiqué, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, donc du 20 au 26 septembre, la ville joue les prolongations en organisant des animations du 18 septembre au 2 octobre. Économie circulaire, tri et réduction des déchets, ancrage local de l'agriculture nourricière en circuit fermé, en circuit court, transition écologique et éducation à l'environnement. La nature en ville et la forêt, la journée des mobilités sont les thématiques au cours desquelles seront menées des actions de sensibilisation, des débats, des ateliers, des activités, des temps d'information pour les Clésiens, pour l'ensemble des Clésiens. Nous soutenons bien entendu cette initiative tout en étant vigilants sur la cohérence des décisions qui nous sont présentées à cette séance du Conseil municipal, en regard du développement durable proprement dit. Exemple. Décision 21-149 concernant un marché de climatisation, alors que les recommandations de sobriété énergétique poussent vers l'aération, la ventilation naturelle ou électrique, y compris au niveau sanitaire, pour éviter les chocs thermiques. Les décisions 21-156 à 21-162 portant sur des accords cadres de fourniture alimentaire, sans aucune information sur leur qualité bio ou non, leur impact environnemental. Au-delà de ces décisions, l'arbre qui pourrait nous cacher la forêt, nous relevons à ce jour l'absence d'une véritable commission municipale dédiée à l'environnement, commission qui pourrait être ouverte aux associations dont certaines participent à la Semaine du développement durable. Par ailleurs, le plan climat-air-énergie territorial devrait être la boussole de toute décision à prendre dans tous les secteurs de notre collectivité. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lévy, de noter cette semaine du développement durable qui, comme vous l'avez précisé, a proposé propose de nombreux ateliers à l'ensemble des Clésiennes et Clésiens. C'est une volonté de la majorité municipale et, je pense, de l'ensemble du conseil municipal d'aller vers cette transition écologique. Cette transition écologique, malheureusement, ne pourra pas se faire, on le sait très bien, de façon réaliste en claquant des doigts. Donc nous allons progressivement y aller. Nous allons prendre au fur et à mesure de ce mandat des décisions qui iront dans ce sens, mais il faut laisser du temps pour avoir des réalisations qui, de mon fait, sont des réalisations pragmatiques et non pas des réalisations idéologiques. Voilà. Mais je partage votre volonté. Oui, Monsieur Hu. Bonsoir à tous. Pardon. Peut-être un peu près.
Je voulais juste revenir et compléter ce que vient de dire Monsieur Lévy en qualité, là, pour le coup, de conseil d'agglomération, puisque nous sommes quelques-uns dans 2 jours à nous réunir en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, et sera débattu, proposé à l'occasion de ce conseil d'agglomération, une délibération concernant l'intégration au SIDOMP de 3 communes, et pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont issues du Grand Parc, Versailles Grand Parc, que sont Versailles, Le Chesnay et Vélizy-Villers-Coublay. En gros, pour faire court, nous allons passer de 459 000 habitants sur le SIDOMP à 605 000 habitants. Je suis un peu surpris que ces questions-là n'aient pas été forcément soulevées au sein des conseils municipaux, parce que c'est quand même, pour le coup, une décision relativement importante, notamment pour les riverains du SIDOMP, que sont les habitants des communes de Plaisir, Villepreux et Les Clays, puisque tout ça ne sera évidemment pas négatif en termes d'impact. 459 000 habitants aujourd'hui et 609 000 demain, c'est 30% de plus d'habitants donc, qui viendront, pour lesquels du coup la valorisation des déchets sera mise en place en plus. Aujourd'hui, nous sommes à 190 000 tonnes de déchets ménagers sur le SIDOMP. Si on prend une règle de 3 et que nous multiplions par 30% ces 190 000 tonnes, nous arriverons à presque 250 000 tonnes à l'année sur le SIDOMP. Or, aujourd'hui, la capacité maximale de traitement des déchets du SIDOMP est de 243 000 tonnes. On voit donc là qu'il y a un dépassement relativement important et qui semble ne pas avoir été prise en compte, ou en tout cas qui ne semble pas avoir fait l'objet d'études d'impact sur ce sujet. Donc je pense qu'il est important de pouvoir porter à connaissance des Clésiens, des élus municipaux ici présents et des Clésiens ce sujet-là, comme de nos voisins de Villepreux des Clays, puisqu'évidemment cette augmentation du tri, cette augmentation de valorisation des déchets va amener évidemment des pollutions supplémentaires, notamment des pollutions supplémentaires en termes de déchets lourds, de métaux lourds, de furane ou de dioxine sur les territoires, en tout cas sur les terrains proches de l'usine d'incinération. L'augmentation du tri, la réduction des emballages ou l'interdiction des plastiques, toutes les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat devraient pourtant être là l'objet de nos prochaines réflexions pour éviter justement d'augmenter encore plus de facto les conséquences auprès des populations de ces décisions sur lesquelles évidemment nous n'avons pas été concertés. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Comme vous l'avez précisé, ce sera porté au prochain conseil d'agglomération et bien entendu, il y aura un retour au niveau de la commune et une information auprès des conseillers municipaux. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Seval. Oui, bonsoir à tous. Par rapport à la décision 2110, ça concerne une rampe d'accès. Alors je ne sais plus exactement quel bâtiment. Cependant, la question était de savoir jusqu'à quand on avait pour se mettre en règle par rapport à tous ces accès pour les personnes à mobilité réduite et quel était le plan actuel et quand est-ce qu'il serait tenu dans sa globalité. Ok, nous répondrons en fin de séance. Oui, Madame Gironimi. 2117, c'est la page 3 sur 23. J'avais une petite question. Il s'agit de toutes les écoles et centres de loisirs qui sont concernés par le marché de travaux, de remplacement des stores solaires, ou simplement certaines écoles. Est-ce qu'il est spécifié que dans les établissements scolaires, mais bon. Je vous confirmerai en fin de séance, mais je pense que c'est une partie des écoles. Mais je vous confirmerai en fin de séance. Bon, comme ce n'est pas spécifié. Merci. Oui, y a-t-il d'autres questions? Oui. Je voulais simplement donc des renseignements pour la 2116, service jeunesse et vie de quartier. Il y a un prix par famille et je voulais savoir à quoi il correspondait exactement, les prix en fonction du COEF.
Il y avait la 21-127 avec une plus-value de 9 000 € environ sur la suppression de délai d'exécution. Donc j'aurais voulu éventuellement comprendre un peu. Parce que, il y avait la 21-174 et 175 concernant la démolition de l'ancien marché. J'aurais voulu savoir si les frais seront remboursés, enfin, été considérés pour l'acheteur. Okay. Nous, on les avance et ils seront remboursés après par les acheteurs. Ou alors, c'était nous qui avions ces frais-là à payer de désamiantage et puis de, je sais plus, d'un transfo, c'est ça. Et puis pour la 21-165 et 21-176 qui sont pour les copies de cinéma, il y avait 2 fournisseurs, donc je voulais savoir pourquoi, enfin 2 fournisseurs. Merci. Bon, je vous en prie. On va essayer de répondre en fin de séance, mais je pense qu'il serait peut-être plus efficace dans la mesure où vous aviez l'ensemble de ces décisions au moment des commissions, que vous les posiez au moment des commissions. Merci. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, donc, je propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est la création du nombre de postes d'adjoints. Comme je l'ai rappelé en ouverture, Madame Dallet a quitté le conseil municipal et a quitté les Clés-sous-Bois et a quitté la région parisienne et nous l'a exposé au mois de juin. Donc il y a lieu à présent de reconstituer une équipe d'adjoints. L'équipe précédente d'adjoints était composée de 9 adjoints. Dans cette délibération, nous proposons de passer à 8 adjoints au niveau de l'équipe municipale. C'est ce qui vous est proposé et c'est ce que je vais mettre au vote. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La conséquence du nombre d'adjoints donc, est de proposer une liste d'adjoints. La majorité municipale va vous proposer une liste d'adjoints. Y a-t-il une proposition d'autres adjoints? Je viens de comprendre en fait pourquoi vous avez réduit à 8 le nombre d'adjoints. C'est parce qu'il y a 8 membres de l'opposition, c'est ça, du coup? Vous avez le sens de l'humour, monsieur Hu. Voilà. Non, tout ça pour ma vous question, dire, est-ce que l'opposition propose également une liste d'adjoints? Ah non, on est 9, pardon. Bah alors il faut un maire. Non, il n'y aura pas de liste d'adjoints. Voilà. Néanmoins, pour faire cela dans toutes les règles, en toute légalité, nous allons faire un vote avec donc la nouvelle équipe d'adjoints, avec Madame Catherine 1 comme première adjointe, Monsieur Bertrand Coquard, Madame Françoise Beaulieu, Monsieur Bilal Psicry, Madame Christiane Bontemps, Monsieur Jean-Jacques Lecoq, Madame Martine Plassard et Monsieur Philippe Huré. Donc, il va y avoir un vote en faveur, contre ou en abstention de cette liste de la majorité municipale. On met ceux qui veulent voter pour cette liste, mettent liste majorité municipale. Je propose aussi pour le dépouillement 2 assesseurs, un assesseur de la majorité, je propose Yasmine, et je propose que vous proposiez un assesseur. Pour les pouvoirs de bulletin, oui, n'oubliez pas. Oui. Martine, si tu arrives. Non.
Nous préférons faire en respectant toutes les règles un bulletin secret. Monsieur Hu, Madame Frémont, vous nommez pas un assesseur un second assesseur pour le dépouillement? Non? Bon. Alors je vais nommer comme second assesseur Monsieur Tanguy Faroudjia.
Les, non, les suivants. 3 contre. Tu peux répéter les résultats? 3. Ah, d'accord. 5 abstentions ou 5 contre? Alors, 5 abstentions. Blanc, 1, 9, ça fait bien 3 et 1, 4 et 5, 9 et 3, 23, 32, ce qui est logique puisque monsieur Benoît Manteau n'a pas pu encore nous rejoindre, donc nous sommes 32 votes sur 33. Voilà. Donc ça veut dire que la liste des 8 adjoints précités est élue. Je propose à présent de passer au point suivant qui concerne la modification des indemnités des élus. Comme il voulait présenter dans le document qui est joint à cette proposition, vous avez le détail des indemnités proposées à chacun des conseillers municipaux, délégués, adjoints ou maires, ce qui représente une enveloppe mensuelle de 11 084 € contre anciennement une enveloppe mensuelle de 11 575 €, ce qui fait un delta annuel de moins 5 892 € par rapport à l'ancienne enveloppe qui avait été votée au mois de juin. Voilà. Je propose donc de mettre au vote. Qui est contre? J'explique juste évidemment notre refus de voter pour ces indemnités. Comme la dernière fois et comme les fois précédentes, nous considérons que l'ensemble des conseillers municipaux qui sont ici effectuent le même travail auprès de la population et parfois même plus important quand on est dans l'opposition, puisque nous n'avons pas l'appui des services pour notamment préparer ces conseils municipaux et qu'il aurait été évidemment, comme cela existe dans d'autres agglomérations, d'autres communes, que l'ensemble des conseils municipaux puissent avoir une indemnité due à leur charge de travail. En tout état de cause, nous ne pouvons évidemment voter cette délibération en l'état. C'est votre point de vue. Nous avons poursuivi sur notre logique en réduisant encore cette enveloppe. Voilà, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? La délibération suivante est aussi une des conséquences du départ de Anne Dallet, puisqu'il s'agit de proposer de nommer la remplaçante de Anne Dallet à la culture et à l'événementiel, et nous proposons de désigner pour cette délégation Madame Martine Plassard. Voilà. Donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui s'abstient? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Nouvelle conséquence de ces départs, il s'agit de la modification du représentant du conseil municipal au conseil d'administration du collège Anatole France, où il y avait 2 personnes, Madame Sophie Stucki et Madame Anne Dallet. Et là, en remplacement de Madame Anne Dallet, je propose de mettre Monsieur Benoît Manteau en titulaire et Madame Sophie Stucki en suppléant, sachant qu'il peut y avoir, bien entendu, échange en fonction des disponibilités de chacun, l'essentiel étant qu'il y ait un représentant de la commune systématiquement au conseil d'administration. Voilà. Je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Et je vais passer la parole à présent à Catherine 1 pour les 2 délibérations suivantes qui concernent les finances. Vous en avez oublié une? Ouais. De quoi? La commission.
du coup, je sais pas où on en est, mais... c'est quoi ce bordel ? Merci. Bonsoir. Oui, je l'avais allumé. C'est bon, vous m'entendez ? Bonsoir. Donc la première délibération concerne des créances irrécouvrables, donc créances aussi appelées créances éteintes. Donc nous avons pour ce conseil un montant de 628,37 € de créances éteintes. Donc les créances éteintes, pour rappel, sont des créances pour lesquelles il n'y a plus aucune poursuite possible, puisqu'en fait l'irrécouvrabilité du débiteur a été reconnue, et donc nous devons, à la demande du comptable, entériner le fait que ces créances sont totalement irrécouvrables. Ça concerne un débiteur pour des redevances de centres de loisirs et de restauration scolaire pour la période de 2017 à 2019. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là. Philippe, si tu veux, on peut passer au vote pour les créances éteintes. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Alors, le point suivant, le budget supplémentaire 2021. Donc, pour mémoire, le budget supplémentaire 2021, on va avoir 3 éléments principaux dans le budget supplémentaire. La reprise des résultats de 2020, donc qui ont été approuvés lors du conseil municipal du 28 juin. La reprise des restes à réaliser de 2020, également approuvée lors du conseil municipal du 28 juin. Et enfin, les ajustements et les nouveaux crédits 2021. Sur la reprise des résultats 2020, donc pour mémoire, nous avions un résultat cumulé de 2,38 millions d'euros, 1,82 000 en section de fonctionnement, 1,820 000 en section de fonctionnement et 560 000 € en section d'investissement. La section d'investissement est évidemment reprise en section d'investissement et la section de fonctionnement est répartie 400 000 € en fonctionnement et 1 420 000 en investissement. Sur les restes à réaliser, donc on les avait déjà évoqués lors du conseil municipal du 28 juin. Sur la partie des recettes, on a 5,3 millions d'euros de restes à réaliser qui se répartissent en produits de cession pour 3,16 millions d'euros, des subventions sur opération de 1,56 million d'euros et des autres subventions à hauteur de 0,59 million d'euros. En parallèle de ces restes à réaliser en recettes, les restes à réaliser en dépenses d'investissement à hauteur de 4,26 millions d'euros sur les grands projets et 1,74 million d'euros pour les autres dépenses d'investissement. Enfin, la partie sur laquelle on va revenir plus en détail, les ajustements et les nouveaux crédits 2021. Sur la partie dépenses, en section de fonctionnement, 771 269 €. Sur la section d'investissement, un peu plus de 2,5 millions d'euros. Et côté recettes, sur la section de fonctionnement, 371 269 € et 1 225 966 € en recettes d'investissement. Donc, premier point sur la section de fonctionnement. Donc, sur la partie dépenses, on va retrouver une enveloppe dédiée aux charges à caractère général. Sur cette enveloppe de 266 000 €, on va avoir notamment des dépenses donc, liées au Covid pour le service ménage. On va avoir la mise en place d'un nouveau contrat préventif et curatif sur la cuisine. On va avoir aussi des frais d'acte et de contentieux, je reviendrai sur ce point après, à hauteur de 69 000 €. On a également des dépenses, tout ce qui est sécurité pour les vendredis de l'été, puisqu'en fait on a mis en place des services de sécurité qui n'étaient pas prévus au départ pour les vendredis de l'été. Une petite enveloppe sur le dépassement prévisionnel du FIPHFP, c'est la taxe que l'on paye par rapport au recrutement de personnel qui sont RQTH. On a également quelques régularisations, notamment sur une petite enveloppe d'électricité. Et enfin, on a un contrat de nettoiement urbain pour le cimetière et le tri sélectif du marché. Sur la partie charges de personnel,
Sur la partie charge de personnel, on a une régularisation. On avait déjà évoqué lors des conseils précédents, puisqu'il y avait eu des décisions sur des frais liés à des contentieux des frais d'avocat. Et donc, ces contentieux sont arrivés à leur terme. Nous avons donc été amenés à procéder à la régularisation de rémunération pour des personnels qui étaient donc en demi-traitement sur la période 2015 à 2021. Régularisation qui, vous le voyez, sont en fait atténuées par les recettes que vous avez en face, 500 000 euros, que vous voyez sur la diapo. Nous mettons en dépense 250 000 euros et non pas les 500 000 euros, puisque par rapport au budget de masse salariale que nous avions sur 2021, on arrive à absorber en fait la moitié de cette charge. On a ensuite... sur la partie 022, 65, 66, 67, c'est tout ce qui est dépenses imprévues, les frais financiers et les charges exceptionnelles. Sur les dépenses imprévues, on avait mis une enveloppe de 50 000 euros, on l'abonde de 100 000 euros, ce qui nous fait une enveloppe de 150 000 euros pour les dépenses imprévues. On a une enveloppe sur tout ce qui est autres dépenses de gestion de 15 000 euros, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a une décision en lien sur la partie RH pour des chèques cadoc dans le cadre des primes vestimentaires. On a un petit ajustement sur les frais financiers des emprunts. Et enfin, on a des charges exceptionnelles à hauteur de 4 000 euros, puisque nous remboursons des places de spectacle. Certaines personnes demandent le remboursement des spectacles qui n'ont pas eu lieu. Côté recettes, compte tenu donc de l'activité, nous avons réduit à hauteur de 120 000 euros les produits des services. On a une baisse de 60 000 euros sur le cinéma et une baisse de 60 000 euros sur les centres de loisirs. Ensuite, on a un ajustement sur les dotations à hauteur de moins 62 000 euros. Donc l'ajustement de la DGF et de la DSU que nous avions déjà évoqué, et une petite subvention spécifique pour le cinéma à hauteur de 5 000 euros. Les atténuations de charges donc, correspondent au remboursement de l'intégralité des régularisations de rémunération, 500 000 euros. Et ensuite, on a des opérations spécifiques qui nous sont demandées par le comptable dans le cadre d'ajustement d'opérations sur les frais d'études. Les frais d'études, je vais essayer de ne pas être trop technique. Les frais d'études sont dans un premier temps inscrits en dépenses de fonctionnement. Lorsque l'opération est effectivement réalisée, ils doivent être inscrits en section d'investissement et être amortis. Donc on a toute une série d'opérations de régularisation qui, au global, sur le budget, s'équilibrent avec un petit décalage entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. Et enfin, côté dépenses, je l'ai gardé pour la fin, le virement à la section d'investissement que vous pouvez voir, il est à hauteur de 127 000 euros et 1 800 euros de régularisation d'amortissement pour nos frais d'études. Sur la section d'investissement. Sur la section d'investissement, donc nous avons des opérations sur les grands projets. Je vais parler de la plus grosse enveloppe pour commencer, à hauteur de 2 160 000 euros. Nous avons réabondé l'opération Jean Jaurès pour 1,3 million d'euros, l'opération Maison médicale pour 300 000 euros, l'opération Henri Proulx à hauteur de 320 000 euros et l'opération de la place du marché à hauteur de 240 000 euros. Nous avons un réajustement sur les dépenses d'immobilisation donc à hauteur de 105 000 euros, un ajustement sur les remboursements d'emprunts, un ajustement sur divers PPI au niveau hors projet, et ensuite 2-3 petites dépenses, notamment des defibrillateurs, ce genre de petits accessoires que l'on a besoin d'acheter. Ensuite, sur les opérations sur le 0,40 et le 0,41, on est dans cette opération de régularisation donc des frais d'études avec la mise en amortissement. Donc pour le montant de 54 000 euros et le montant de 195 000 euros. Sur la partie recettes, des produits de cession. Donc les produits de cession qui proviennent donc à hauteur de 770 000 euros, le terrain de la SCI, donc Jeanne, 160 000 euros, le terrain de la ruelle Mathieu, 220 000 euros et l'école Cottage, 390 000 euros.
une subvention d'investissement de 131 500 € qui correspond à la dotation de soutien à l'investissement local. Le virement de la section de fonctionnement qu'on retrouve à 129 000 € et nos opérations patrimoniales qui s'équilibrent en recettes et en dépenses à hauteur de 195 000 €. Donc, de façon synthétique, si on reprend les différents éléments évoqués, donc sur la section de fonctionnement, la reprise des résultats, 400 000 € de recettes, un ajustement de crédit en dépenses à hauteur de 771 000 € et en recettes de 371 000 €, donc ce qui nous donne bien l'équilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 771 000 €. Sur la section d'investissement, la reprise des résultats, 1,4 million du fonctionnement et 563 000 d'investissement. Les restes à réaliser à hauteur de 6 millions € en dépenses et 5,3 millions en recettes. Nos ajustements de crédit de 2,5 millions en dépenses et 1,2 million en recettes, ce qui nous donne un total sur la section d'investissement de 8,5 millions €. Et donc un total de budget supplémentaire à hauteur de 9,3 millions €. Petite synthèse sur nos grands projets pour que chacun puisse bien suivre l'évolution des montants qui sont provisionnés sur nos projets. J'ai juste oublié de changer le titre. Donc, sur la partie budget uniquement 2021, donc on avait une enveloppe de 200 000 € sur l'aménagement du quartier ouest. L'école Jean Jaurès sur laquelle on rajoute 1,3 million, donc la dotation de cette année c'est 2,3 millions €. La maison médicale, nous avions mis 500 000 € au budget, nous atteignons donc une enveloppe de 800 000 € supplémentaires. L'école Henri Proulx, c'était 500 000 € plus les 320 000 €, 820 000 € de dotation. Et la place du marché, il y avait 163 000 €, ce qui fait une enveloppe à 403 000 €. Donc un montant total sur les opérations pour 2021 de 4,5 millions €. Donc je vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci Catherine pour cette présentation à la fois claire mais également détaillée. Oui, y a-t-il des questions ? Une ou deux questions, oui. Donc merci en tout cas de cette présentation relativement claire sur ce budget supplémentaire. Sur les 500 000 € de régularisation de salaire, dont on a bien compris qu'une partie avait déjà été réglée par le budget primitif, en tout cas le budget primitif permettait la moitié de cette absorption, qu'il a fallu abonder de 250 000 € supplémentaires. Pouvez-vous nous dire combien d'agents cela représente, 500 000 €? Oui, ça représente 7 agents et c'est pour la période 2015-2021. Merci. Des dépenses imprévues que vous rajoutez donc, à hauteur de 100 000, qui donne une enveloppe globale de 150 000. On est à 3 mois de la fin de l'exercice budgétaire. J'imagine et j'ose espérer que les dépenses sont de moins en moins imprévues désormais. Nous l'espérons également. On avait eu ce débat sur la faible enveloppe de 50 000 €. Là, le budget supplémentaire nous permettait d'abonder l'enveloppe à hauteur de 100 000 €. C'est ce que nous avons fait. Évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de dépenses imprévues, mais au cas où, on a une enveloppe qui est prévue pour faire face. Toujours lié, j'imagine, à la question de la crise sanitaire actuelle. Tout à fait. Et je partage votre avis, mais il vaut mieux avoir cette prudence et j'espère que ce sera dépensé au minimum, ce qui fait que nous retrouverons ça dans le résultat de l'exercice et donc dans le compte administratif de l'année prochaine. Vous êtes passé rapidement, vous avez dit que vous y reviendrez sur les 70 000 € de frais de contentieux. Donc les 70 000 € de frais de contentieux qui sont en lien avec les opérations de régularisation de rémunération. Oui, pardon. D'accord. Voilà. Donc malgré l'assurance qui couvre 500 000, il reste un gap de 70 000 € pas pris en charge par les assurances qui viennent couvrir prend en charge uniquement les salaires. Oui. Merci. Sur la baisse de la DGF et la DSU, ce sont des baisses qui ont été connues a posteriori du budget primitif? Oui, tout à fait.
On ne les en avait connaît- pas prises en compte la fois précédente, on les a intégrées là dans cette version. On en connaît la raison ou non? Chaque année, c'est pareil. Et en ce moment, il y a beaucoup de distributions, mais malheureusement, ce ne sont pas des distributions pour les collectivités comme la nôtre. Et il est vraisemblable, et j'étais dans une réunion hier avec plusieurs maires, où on s'attend à ce que l'année prochaine, il y aura encore de nouvelles baisses de DGF dans nos collectivités. On est à une baisse moyenne entre 15 et 20% tous les ans. Alors, le projet de loi de finances, enfin, je l'ai parcouru rapidement tout à l'heure, est à coût constant, enfin, en tout cas, à recette constante sur la question de la DGF et de la DSU, de ce que j'ai lu. C'est a priori le cas tous les ans, mais a priori tous les ans, toutes les communes et tous les maires avec lesquels je discute ont des baisses de DGF. Voilà. Après, il faut savoir pourquoi notre commune n'y est pas. Enfin, en tout cas, n'est pas sur un écrêtement constant de notre DGF depuis maintenant une dizaine d'années. Sur l'école Henri Proulx, pouvez-vous me rappeler ou nous rappeler les travaux envisagés pour 850 000 euros? Non, il y a 2 projets de réhabilitation importants prévus au niveau du mandat. Un premier projet qui concerne l'école Jean Jaurès, mais nous souhaitons, qui est relativement avancé, qui est même avancé, bien avancé dans la quantification de ce qui pourrait être fait. Nous allons avoir quand même des décisions importantes à prendre compte tenu de l'évolution très très importante des coûts des matériaux et des coûts de la main-d'œuvre, ce qui sera fait dans les mois à venir. Mais nous comptons également dès à présent commencer à provisionner pour une réhabilitation de l'école Henri Proulx dans les années 2024-2025, suivant toujours notre méthode qui est de provisionner par anticipation sur des projets. Merci. Dernière question pour ma part. Concernant les recettes d'investissement, les produits de cession, donc on constate une cession d'à peu près 400 000 euros, un peu moins sur un terrain, une parcelle de l'école Cottage, repris par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour quel projet, pour quelle raison? C'est le projet Apilogie qui se trouve dans le quartier nord. Oui, d'accord. Mais pour quelle raison Saint-Quentin-en-Yvelines rachète une partie de ce terrain? Parce que ça fait partie de la compétence de Saint-Quentin pour des programmes avec ce nombre de logements. Donc ils vont intervenir sur la création de logements sociaux? Non, mais le projet est déjà déposé, le projet est déjà finalisé, le PC est déposé. Par contre, ça fait partie de la compétence de Saint-Quentin, donc ils sont intermédiaires dans cette session. Très bien. Je partage avec vous que ça aurait pu être plus simple, mais ce n'est pas cette logique-là. Voilà, c'est tout. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur la prochaine délibération qui est sur les chèques CADOC et qui est inscrite aussi au budget. Et donc nous aurons certainement des questions à ce sujet. D'accord. Pour ma part, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, donc oui, Monsieur Lévy. Oui, le 5 septembre, nous étions tous réunis au Forum des associations et l'ensemble des associations du périmètre santé étaient présents. Aujourd'hui et hier, nous avons les assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie qui a été parrainée par le président de la République et ouverte par Olivier Véran. La maison de santé, c'est un outil important et qui doit être, à mon avis, construit avec l'ensemble des associations, très en amont, parce qu'il permettra en effet d'articuler et de coordonner entre les professionnels de santé, les associations d'aidants, l'ensemble donc des associations qui couvrent le champ de la santé. La crise du Covid montre l'importance de la santé. C'est quand on est en bonne santé qu'on ne parle pas de santé, c'est quand arrive une pathologie que là on se soucie. Donc faisons de la prévention de santé. Alors autre souhait, c'est quand beaucoup de communes, c'est pour ça que dans les assises on l'a relevé, de nombreuses communes ont mis en place des conseils locaux de santé et des conseils locaux de santé mentale. Je pense que c'est d'actualité et il serait souhaitable d'œuvrer
par le biais de la maison de santé, y compris de faire un partenariat avec les communes limitrophes, que ce soit Villepreux ou Plaisir, et qu'il y ait une coordination et aller vers cet objectif. Je vais parler au début. Oui, merci Monsieur Lévy. Et je partage tout à fait votre avis sur le fait que cette maison pluridisciplinaire des professionnels de santé doit être élargie et à différents professionnels de santé. C'est pour ça qu'on l'appellera MPPS, Maison pluridisciplinaire des professionnels de santé. Elle ne doit pas se cantonner uniquement à des médecins généralistes, un certain nombre de spécialistes. Et c'est pour ça que nous avons, dans notre démarche à l'heure actuelle, nous rencontrons beaucoup de professionnels de santé que nous allons associer dans cette démarche de mise en place de la maison pluridisciplinaire de santé. Parce que une maison peut fonctionner s'il y a une équipe et l'ensemble des spécialités qui sont nécessaires derrière. Il ne suffit pas uniquement d'avoir un local et mise à disposition de ce local pour ces professionnels de santé. Voilà. Nous allons arriver en 2022 effectivement dans une phase beaucoup plus concrète pour savoir qui nous devrons mettre et qui nous pourrons mettre dans cette maison pluridisciplinaire de santé, sachant qu'en parallèle, il faut que nous obtenions effectivement des financements complémentaires. Oui, Monsieur Lévy, Monsieur Coquard, je voulais compléter par rapport effectivement à la coordination importante sur les maladies mentales. On a la chance d'avoir un hôpital, la GMS et donc Charcot, qui est à la pointe, qui nous permet aussi d'intervenir avec le groupe Eric Schmidt, justement, quand il y a des soucis graves. Et juste dire qu'effectivement, siège à la GMS l'une femme, pardon, je ne me rappelle plus le nom de l'association, mais on en parle régulièrement. Effectivement, il y a une coordination sur le bassin. Membre de la GMS, vous avez différentes villes, notamment Saint-Cyr. Donc, il y a une coordination qui s'exerce déjà à Plaisir. Et ils sont souvent présents d'ailleurs aussi, cette association-là, au forum des différentes villes à côté. Donc, l'UNAFAM, effectivement, est bien représentée sur notre commune. Ça marche pas? Si, ça marche. Oui, Monsieur Lerouge. On m'entend mieux. Une question, vous avez un provisionnement aménagement quartier ouest, place Mandela à hauteur de 800 000 €. Est-ce que vous savez quand les travaux vont commencer? Non, il n'y a pas de date fixe. Nous avons provisionné cette somme. On va y travailler à partir de début d'année. On va y associer les conseils de quartier, bien entendu, puisque c'est leur quartier. Et puis il y a aussi dans le quartier ouest un très très grand projet de réhabilitation du quartier de l'Avre. Donc tout ça va être mené en parallèle. D'accord, merci beaucoup. Et juste, j'avais fait une intervention il y a quelques conseils municipaux, quand vous avez déclaré il y a quelques minutes que des élus ne savaient pas comment se calculait la DGF. C'est l'article L2334-4 du Code général des collectivités territoriales. C'est un calcul qui est à leur disposition. Oui, on connaît, mais par contre, de là à être à même de décomposer toutes les composantes et toutes les variantes d'un exercice sur l'autre, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, mais bien sûr. À partir du moment où vous avez un calcul, vous avez une attribution, vous avez automatiquement un calcul qui le précède. Voilà. Bien sûr. Et en l'occurrence, notamment le potentiel fiscal des communes. Il y a le potentiel fiscal, bien entendu. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Oui, Monsieur Hu. Non, je voulais juste revenir sur une petite intervention, votre échange, notamment sur la question du quartier ouest, pour vous dire que donc évidemment nous avons participé à quelques-uns à la réunion qui s'est tenue la dernière fois, il y a quelques jours, concernant la réhabilitation, le réaménagement de la résidence de l'Avre par la société Polylogie, par le bailleur social Polylogie, qu'évidemment il serait intéressant, je pense, que l'ensemble de
des aménagements du quartier ouest soient prévus à ce moment-là, dans le même temps, notamment l'aménagement de l'emplacement d'Ella. Et moi, je m'interrogeais, enfin nous nous interrogions et je m'interrogeais lors de cette réunion sur la réhabilitation et donc la disparition de logements dans le quartier de Lavre, puisqu'il va y avoir donc des démolitions, des réhabilitations, des reconstructions et donc des démolition de logements qui sont aujourd'hui qualifiés en logements sociaux à hauteur de 91 pour une reconstruction uniquement de 35. Nous avons donc une perte sèche de 56 logements à vocation sociale, ce qui va donc évidemment de fait sur l'ensemble de la ville faire baisser encore nos taux de logements sociaux, alors que je rappelle, et je le rappelle à chaque conseil municipal, que 70% des Clésiens sont éligibles aux critères du logement social, et que donc, par conséquent, nous allons aussi peut-être avoir un vrai souci, un vrai sujet, dans la question des relogements, lorsqu'il faudra reloger 56 familles qui n'auront pas forcément les moyens d'acheter sur le territoire de la ville d'Éclès, connaissant aujourd'hui les prix d'achat à la ville, sur la ville, pardon. Et puis pour toutes les familles qui souhaiteront rester au Clé et qui ne pourront pas dans leur demande qu'elles feront auprès du bailleur social. Donc je pense qu'avant de démolir 56 logements à vocation sociale, il faut avoir aussi une vision globale de ce qui est proposé, de ce qui est possible sur la ville avec le bailleur Polylogis. Et à ce titre-là, je souhaiterais, je trouverais intéressant, c'était une proposition que nous avions mise en place, que nous avions proposée lors des dernières élections municipales, mais qui préexistait avant votre arrivée, c'est la création d'une commission d'attribution de logements sociaux pour que puisse être vu de manière transparente l'ensemble des critères qui seront et des personnes qui seront attributaires de logements sociaux sur la ville. Alors, je vais répondre très très rapidement. Ce n'est pas une réduction du nombre que vous avez dit, parce qu'il va y avoir des constructions qu'on appelle type BRS qui font partie du logement social. Et il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont dit intéressées pour passer du logement social au BRS, qui fait partie du contingent social. Donc ça ne sera pas une réduction 91 moins 35, c'est-à-dire 56. Ensuite, il a bien été expliqué que cette opération va durer un certain nombre d'années, même si l'on souhaite que ça soit le plus rapide possible pour qu'il y ait le moins de désagréments sur le quartier. Et pendant cette période, le bailleur Logirep aura un certain nombre d'appartements disponibles qui seront bien entendu affectés en priorité pour le relogement. Mais ce qu'il faut retenir de cette opération, c'est qu'il va y avoir une réhabilitation totale de l'ensemble du quartier, avec de nouvelles traverses du quartier, et l'objectif est que le quartier de Lavre soit de nouveau un quartier où il fera bon vivre. Bon, je pense, Monsieur Huc, ce soir, c'est pas l'objet de redébattre sur cette opération. Le bailleur social va investir plus de 50 millions dans l'ensemble de cette opération de requalification, puisque malheureusement, nous n'avons aucune aide comme équivalente à celle qu'ont les quartiers en politique de la ville, et il nous paraissait absolument nécessaire de trouver les moyens de réhabiliter ce quartier. Voilà, je propose de mettre aux voix... Si je peux juste 30 secondes. Ouais. Partager, évidemment, je partage... 30 secondes. Oui, je partage évidemment votre dernier point de vue sur le fait qu'il était temps qu'une opération de réaménagement global arrive sur le quartier de Lavre et puisse l'ouvrir comme ça va l'être a priori sur le reste de la ville. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire que nous n'avons pas de fait de financement politique de la ville quand les précédentes majorités, et cela relève de décisions qui ont été prises il y a maintenant quelques années, certains n'ont pas souhaité
que ce quartier-là soit inscrit en politique de la ville, comme il avait été proposé par les gouvernements de l'époque. Bon. Enfin, la situation est telle qu'aujourd'hui, nous nous félicitons que nous nous donnions les moyens pour réhabiliter en termes de qualité pour le cadre de vie et pour l'ensemble des habitants de ce quartier. Voilà. Je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est contre, donc voilà, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Le point suivant concerne une redevance d'occupation du domaine public qui sera présentée par Jean-Jacques Lecoq. Bonsoir. Donc, redevance d'occupation du domaine public 21 pour la société GRDF. La société GRDF occupe le domaine public communal pour la distribution du gaz sur une longueur de canalisation de 32 238 mètres. Au titre de cette occupation, la collectivité peut instaurer une redevance. Le montant obtenu pour cette année au titre de l'année 2021 est un montant de 1 559,88 centimes. Donc, il est demandé au conseil municipal d'instaurer cette redevance, d'autoriser le maire à adresser un titre de recette à la société GRDF et ensuite, à réception de cette recette, de l'inscrire au budget principal de la commune. Y a-t-il des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant sera présenté par Sophie Stucky et il concerne la convention de partenariat relais local éco-école 2021-2026. Oui, il s'agit donc d'une convention de partenariat avec l'association Terragir, qui est une association d'éducation au développement durable et qui a pour mission la sensibilisation et la mise en démarche de tous les acteurs de la société, les personnels éducatifs, professionnels, institutionnels et particuliers, pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, donc ODD, définis par l'agenda 2030. Elle a lancé en 2005 le programme Éco-École, c'est la version française du programme international Eco-Schools, pour soutenir les établissements scolaires de la maternelle au lycée, en proposant un accompagnement, des outils, une méthodologie, ainsi que des ressources ciblées sur 8 thématiques liées au développement durable. Impliqués à toutes les étapes du projet, les élèves sont au cœur de la méthodologie. Les établissements scolaires participants peuvent valoriser chaque année leur engagement en demandant le label Éco-Collège, Éco-École, Éco-Collège ou Éco-Lycée pour le projet qu'ils ont mené. La commune inscrit son projet éducatif plus largement encore en visant la sensibilisation des enfants des centres de loisirs, des familles et de manière générale des adultes ou seniors à travers des manifestations et des ateliers pendant les temps de loisirs. Elle veut mobiliser ses services et les partenaires du plan climat, air, énergie territoriale de Saint-Quentin en Yvelines pour aider les enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure, pour s'y épanouir et y participer. En tant que relais local éco-école, elle entend mobiliser autour des 17 ODD l'ensemble des acteurs d'un établissement scolaire, élèves, éco-délégués, recommandés dès le CM1, enseignants, direction, personnel, collectivités, associations et parents d'élèves. Pour ce faire, elle propose de former les personnels des écoles et des centres de loisirs, d'accompagner les équipes d'enseignants vers la labellisation, de faciliter les projets sur le terrain avec des interventions spécialisées et enfin de sensibiliser tous les publics. Et vous avez la convention de partenariat en annexe. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Sauval. Oui, alors, quelque chose d'un peu plus global, puisqu'on parle effectivement d'éco-école et de tout ce qui va tourner encore une fois autour de l'écologie, du développement durable. J'en profite pour essayer de savoir exactement où on en est sur les problématiques des pistes cyclables qui étaient liées au confinement, qui sont totalement effacées. Est-ce qu'il va y avoir une pérennisation de ces pistes, sachant qu'on apprend beaucoup de choses aux enfants à l'école, mais sur le terrain, on a beaucoup de mal à voir où on va sur le sujet. Ce n'était pas des pistes cyclables, c'était des espaces partagés pendant cette période-là. Il y a un schéma qui est à l'étude avec Saint-Quentin. Nous nous greffons bien entendu à ce schéma et à ces études. Les pistes cyclables, pour moi, elles sont nécessaires, mais dans les endroits où l'on peut les mettre en place sans problème de sécurité. Et c'est tout ça qu'il faut étudier et
on sait très bien que dans notre ville, c'est loin d'être le cas dans beaucoup d'endroits. Voilà. Mais notre objectif est peut-être pas de créer beaucoup de pistes cyclables, mais de faire des espaces partagés, de bien veiller au respect des circulations, de faire des zones de différentes vitesses. Tout ça va être étudié avec le conseiller municipal en charge de la mobilité et en lien avec Saint-Quentin dans le cadre du plan global d'aménagement. Voilà, désolé si la réponse est peut-être un peu générale, mais je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique sur ce qu'on aimerait faire et sur ce que l'on peut faire pour les Clétiens. D'accord. Disons qu'il y a effectivement beaucoup de choses et beaucoup de rappels sur le sujet, et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé pendant beaucoup d'années sur la problématique des pistes cyclables. Et par rapport à Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, moi je rencontre pas mal de personnes qui font beaucoup de vélo, partie d'associations, et qui vont en vélo au travail du côté du centre de Saint-Quentin, et on voit qu'on est complètement hors sécurité. C'est même très problématique que des travaux ont été faits pour élargir la départementale et qu'au final, rien du tout n'a été fait pour les vélos en ce sens-là, donc pour désenclaver aussi les Clétiens pour qu'ils puissent aller vers le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est exact. Il y a un axe qui devrait être à mettre en place, mais Saint-Quentin est une ville nouvelle et au moment où ils ont élaboré cette ville nouvelle, ils avaient les moyens et ils ont pensé dès cette époque à mettre des pistes cyclables. Et comme il y a des voies beaucoup plus larges, c'est beaucoup plus aisé même d'en rajouter à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui. Oui, monsieur Seval, juste pour intervenir, donc je crois que jeudi soir, nous, en conseil communautaire, nous allons débattre justement du schéma départemental des pistes cyclables pour Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des bonnes nouvelles, je crois, du côté de la RD11, du côté plaisir. Côté RD11, dont vous parlez, j'imagine, c'est celle qui va à Fontenay, qui ne fait pas partie de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc il faudra compter sur le département, qui s'est engagé, il l'a déjà dit régulièrement. Il y a un schéma départemental. Il y a aujourd'hui, c'était sur Facebook, donc tout le monde le sait, une voie qui est appréciée de la part de beaucoup de maires et du département. Il reste juste à mobiliser effectivement des fonds pour pouvoir le faire et après le construire. Donc ce n'est pas abandonné, ce n'est pas considéré, bien au contraire, c'est très considéré. Moi, je me ravis de voir, quand je me balade en forêt le matin, de plus en plus de personnes passer en vélo à travers la forêt, parce que pour le coup, vous avez une liaison douce qui est directe jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous n'avez pas besoin de passer par Bois d'Arcy, mais c'est vrai qu'elle est attendue. On pousse, on pousse. Monsieur le maire pousse sur cette voie sur la RD11, voilà, les conseillers départementaux en général le faisant aussi. Et effectivement, un certain nombre de maires ont souhaité demander à réactiver ce projet et j'ai effectivement soutenu ces maires et je fais partie de ces maires. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Et j'avais un dernier point, justement, pour savoir, puisqu'on parle aussi, encore une fois, de développement durable, où on en était avec les bruyères. Les bruyères, le projet de résidence pour personnes âgées va démarrer très bientôt dans la mesure où il n'y a plus de recours. Et donc, nous allons enfin pouvoir démarrer ce projet. Donc, s'il n'y a pas... Oui, monsieur Hu. Oui, juste une dernière petite remarque concernant justement le terrain des bruyères. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs et très nombreux à défendre un grand domaine patrimonial pour éviter de l'artificialisation encore supplémentaire des sols. Je parle évidemment du terrain de Grignon, enfin des 300 hectares du domaine de Grignon. Nous nous y sommes retrouvés nombreux. Oui, je n'étais pas avec vous parce que je n'étais pas présent, mais je cautionne tout à fait ce qui a été fait, si c'était le sens de votre question. Non, j'aurais trouvé... Enfin, c'était pas le sens de ma question, puisque il y avait des élus des clés de la majorité, donc j'imagine que vous étiez solidaire de leur présence. Bien sûr. J'aurais juste aimé que ce combat-là sur la non-artificialisation à outrance des sols eh bien, soit aussi un combat que nous aurions pu mener ensemble pour les bruyères, chose qu'évidemment vous n'avez pas souhaité, pas souhaité mettre à l'ordre du jour à l'époque. Je ne pense pas qu'on peut
comparer le cadre patrimonial des Bruyères et le cadre patrimonial de tout ce qui est à Grignon. Voilà. J'ai bien parlé d'artificialisation et de non-artificialisation. Je n'ai pas parlé de patrimoine. Bon, on l'a mis aux voix ? Non. Donc je propose, puisque nous revenons effectivement sur différentes questions, de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. La délibération suivante concerne une attribution de prestations d'action sociale à certains agents communaux. Comme il vous l'est rappelé dans la note de présentation lors de la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEP à l'été 2018, il y a eu comme conséquence notamment de supprimer certaines primes qui étaient versées à des agents communaux pour le remboursement de vêtements. Ceci, à l'époque, avait été compensé par des chèques CADOC avec des conditions d'attribution qui sont détaillées sur votre note. En 2019, donc pour l'année 2019, en 2020, compte tenu de la crise sanitaire, ceci n'avait pas été reconduit. Et là, nous proposons de le reconduire en 2021 avec les modalités qui sont décrites sur la note. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Oui. Alors, qui pose la question? Oui, Gérard Lévy. Donc, j'ai assisté en tant que représentant de la minorité la commission finances. Oui. Lors de la présentation donc, de cette délibération, j'étais intervenu pour rappeler que chaque CADOC est encadré par la loi. Il y a 11 cas qui permettent que ces chèques soient distribués, comme son nom l'indique, chèques cadeaux, et qui ne sont pas impactés par l'URSSAF. Oui. La proposition qui nous est faite semble déroger des 11 cas, puisqu'on va être confronté au cumul des chèques CADOC qui risquent bien entendu d'être offerts pour Noël. Donc le plafond de la sécurité sociale ou de l'URSSAF de 171 € va être dépassé et sera effectivement impacté, donc fiscalisé pour les agents qui vont cumuler cette dotation de compensation plus le chèque de Noël. Donc je pense qu'il faut être très très prudent parce que CADOC sont très vigilants et ils pourraient en effet reconsidérer cette délibération. Donc je suis d'accord avec votre prudence, monsieur Lévy, mais nous n'en sommes pas encore au versement des chèques CADOC de Noël et bien entendu, nous tiendrons compte de ce plafond de versement. Voilà. Oui, monsieur Hu. Oui. Au-delà du plafond, c'est vraiment une règle qui a trait justement à la délivrance des chèques cadeaux, des chèques CADOC, c'est que ceux-ci ne peuvent l'être que lorsque et à l'occasion de 11 événements reconnus par l'URSSAF. Je les cite: Noël, naissance, adoption, mariage, Pax, départ en retraite, fête des mères, des pères, rentrée scolaire, Sainte-Catherine et Saint-Nicolas. Donc il va falloir que vous rentriez dans une de ces 11 cases pour que chacun des agents puisse bénéficier de ces chèques CADOC. On sait que là, c'est juste une question d'évitement des cotisations sociales et fiscales. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas intégrer cette prime par une prime comme cela l'était sur la fiche de paye directement des salariés, ce qui a pour eux, évidemment, des conséquences autres au regard de leur droit à tirer auprès des caisses collectives, et notamment pour leur départ en retraite ou autre. Et donc, il va falloir trouver un moyen d'échapper à d'éventuels redressements de l'URSSAF si nous ne rentrons pas dans une de ces 11 cas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Je propose de passer donc à la délibération suivante qui concerne la modification du tableau d'effectifs.
Comme cela vous est présenté dans votre support, cela concerne donc des créations de postes. Nous aurons, ou des créations de grades, pardon. Nous aurons les suppressions qui seront proposées lors d'un prochain conseil municipal. Il s'agit en l'occurrence de la création de 8 postes, dont de 6 qui concernent des avancements de grade, avec, comme c'est précisé, un attaché, un rédacteur principal de 2e classe, un agent administratif de 2e classe, un agent de maîtrise, 2 agents de maîtrise principale, 2 adjoints techniques principal de 2e classe et une ATSEM principale de 1re classe. Enfin, ce sont les délibérations traditionnelles sur les évolutions de nos agents. Y a-t-il des questions? Non? Oui? Moi, j'avais simplement une petite question. Comme c'est vous qui présentez les ressources humaines, oui. Est-ce que c'est vous qui reprenez les ressources humaines? Tout à fait. Je reprends les ressources humaines. Non, parce que rien n'a été officialisé. On a vu que ça avait disparu pour... ah non, la gestion des ressources humaines n'ont pas disparu. Mais non, mais j'imagine. Oui, oui. Mais on est d'accord, ça a été supprimé de Martine Plassard. Martine Plassard est adjointe à l'événementiel et la culture, les cultes et la citoyenneté. Tout à fait. Non, mais voilà. Bien ce qui est elle ne pouvait pas prendre l'ensemble, y compris la RH, donc je reprends la RH en direct. D'accord, voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Donc je propose de mettre... on a voté ? Je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci pour cette unanimité. Donc, le point suivant qui concerne une convention de financement sur les fonds publics territoriaux accueil handicap ALSH. Oui, c'est moi. Oui. Elisabeth, donc, je te cherchais. Non, c'est moi. Il s'agit de... Donc la ville a sollicité la CAF des Yvelines afin de soutenir et de valoriser l'inclusion des enfants en difficulté comportementale afin de bénéficier de temps d'accueil de loisirs. Mais pour cela, ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc pour l'année 2020-2021, il y avait 8 enfants qui étaient concernés. 4 enfants en maternelle et 4 enfants en élémentaire. Ils sont également présents cette année. Donc la convention définit et encadre les modalités d'intervention de versement d'une aide accordée dans le cadre du fonds public et territoire pour le projet donc accueil handicap. Et le projet concerne le recrutement d'animateurs supplémentaires pour permettre l'accueil de ces enfants âgés entre 3 et 11 ans. Et qui sont présents sur les centres de loisirs de la ville. Donc, lors de la séance du 7 avril 2021, la commission d'action sociale de la CAFI a décidé d'accorder une subvention de 15 000 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la présente convention. Voilà. Avez-vous des questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant qui sera présenté par Christiane, qui est là, qui porte sur le partage du frais d'écolage. Alors, cette convention portant accord de partage des frais d'écolage avec la ville de Bois d'Arcy pour l'accueil d'un enfant porteur de handicap. Un enfant en âge scolaire élémentaire atteint de troubles de la santé a nécessité une scolarisation particulière en établissement adapté à sa pathologie, ce dont la ville d'Éclès-sous-Bois ne dispose pas. La MDPH a donc préconisé une scolarisation à l'école publique élémentaire Vigée-Lebrun de Bois d'Arcy, qui l'a accueillie pour l'année 2020-2021. La ville de Bois d'Arcy réclame à ce titre une participation financière de la ville de résidence. Opportunité de la décision afin de répondre à cette nécessité en application des textes de loi stipulant l'accord de partage des frais d'écolage pour l'accueil d'enfants scolarisés hors de leur commune de résidence et notamment pour des raisons médicales, la ville d'Éclès-sous-Bois réglera la somme de 488 € par an et jusqu'à la fin de sa scolarité pour cet enfant à la commune de Bois d'Arcy.
Une convention portant accord de partage des frais d'écolage est annexée à la présente note. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la présente convention. Merci Christiane. Avez-vous des questions ou des compléments? Non, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Les 3 prochaines délibérations sont présentées par Philippe Huret. Philippe. Bonsoir à tous. Donc, l'objet, c'est la convention de partenariat entre la ville d'Éclay et l'association MJC. Les relations partenariales avec les associations œuvrant sur la commune sont contractualisées par des conventions de partenariat établies pour 4 ans, à compter de la date de leur signature. La MJC avait signé sa convention en 2015. Celle-ci est arrivée à échéance en 2019, a été renouvelée pour une durée de 1 an le 14 septembre 2020. Les conventions de partenariat avec l'ensemble des associations devaient être révisées par le Conseil local de la vie associative en début d'année 2020. La crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement tant des services que des associations et n'a pas permis de réaliser le travail de réflexion et d'échange qui devait avoir lieu autour de ce dossier. Afin que le Trésor public puisse verser les subventions d'un montant supérieur à 23 000 €, une convention doit obligatoirement lier la ville à l'association concernée. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention de partenariat avec la MJC signée en 2020, ce pour une durée de 1 an, laissant ainsi le délai nécessaire au conseil local de la vie associative de travailler sur l'ensemble des conventions. Oui, une question qui n'a pas trait forcément à la MJC, qui a trait à toutes les associations qui perçoivent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 €. Il y en a au moins une que j'ai en tête sur la ville. En plus, quid de ces autres associations? Elles n'ont pas demandé le renouvellement de convention? Je pense à l'USMC pareil, par hasard. Philippe va compléter, mais il y a eu Philippe Huret et la directrice qui s'occupe des associations ont rencontré l'ensemble des associations qui souhaitaient être rencontrées. Les décisions qui seront prises et les subventions qui seront nécessaires pour leur fonctionnement, compte tenu de ce qu'elles ont expliqué et de leurs objectifs et de ce qui aura été nécessaire pour elles en 2021, sera proposé lors du prochain conseil municipal. Mais toutes les associations ont été rencontrées. Tu peux compléter, Philippe? Oui, du fait qu'il n'y avait donc que la MJC qui avait besoin, dans l'immédiat, d'une partie de sa subvention. C'est pour ça qu'on revote ce soir la convention qui n'a pas été retravaillée donc pour une durée supérieure. Et tout le reste passera au prochain conseil municipal. Voilà. Et il y aura des associations qui auront des besoins, bien entendu, compte tenu d'une très faible activité, auront des besoins très inférieurs à ce qui était sur des années récurrentes. Il y en aura d'autres qui auront des besoins identiques à ce qui était versé au préalable. Et certaines pas du tout, qui n'ont pas du tout utilisé leur dernière subvention. Et certaines pas du tout. Voilà. Donc c'est ce qui vous sera synthétisé et proposé dans le cadre des votes des subventions pour le prochain conseil municipal au mois de décembre. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Délibération suivante. Donc l'objet suivant, c'est l'avance de subvention à la MJC. Donc, après consultation des associations sur les impacts de crise sanitaire exceptionnelle de l'année 2020 sur leur activité et trésorerie, c'est ce qu'on signalait juste avant, le vote des subventions de fonctionnement pour l'année 2021 a été reporté en fin d'année. Or, la trésorerie actuelle de la MJC ne permet pas d'attendre le vote des subventions lors du conseil municipal de fin d'année pour faire face à ces dépenses liées à la rentrée associative. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver le vote d'une avance de subvention de fonctionnement pour la MJC d'un montant de 70 000 €. Voilà, c'est une association qui avait besoin, dans le cadre de son fonds de roulement, de bénéficier de cette avance. Et aucune autre sur la centaine d'associations n'avait ce besoin
énoncé en trésorerie, en besoin de trésorerie ou en fonds de roulement amoindri? Non, pour le moment, tout le monde peut tenir jusqu'à la fin de l'année. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Délibération sur la subvention exceptionnelle à l'association Dadou Run Run. Donc oui, là, en ce qui concerne l'association Dadou Run Run, la crise sanitaire aussi a bouleversé l'activité de cette association et n'a pas permis à Dadou Run Run d'organiser en 2020 les 2 manifestations qu'elle organise chaque année en juin et en octobre. C'est le cas également pour 2021, les courses pédestres n'ayant pu être organisées en juin. La tenue des trails d'octobre était restée, quant à elle, en attente de l'évolution de la situation épidémique. Au vu des conditions sanitaires actuelles, l'association souhaite aujourd'hui maintenir l'organisation des trails, qui auront lieu le 12 décembre. En effet, l'ONF ayant durci ses conditions d'acceptation, la date initiale retenue, 31 octobre, n'a pu être conservée. Néanmoins, les frais occasionnés par cet événement ne peuvent être supportés dans l'intégralité par l'association. Au vu du calendrier budgétaire exceptionnel du vote des subventions aux associations pour l'année 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver le vote d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour l'organisation de cette course. Avez-vous des questions? Voilà, y a-t-il des questions? Non, s'il n'y en a pas, donc je vais également mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Enfin, dernière délibération que je présenterai en l'absence de Martine Plassard. Il s'agit d'une convention de résidence qui concerne un artiste pour laquelle une convention de résidence avait été proposée et acceptée au conseil municipal. Monsieur Jean-Philippe Hage, qui est implanté sur le territoire de la commune, comme cela vous est expliqué dans la note. Mais compte tenu de la pandémie, il n'a pas pu avoir à disposition sur l'ensemble du temps qui était prévu l'espace Philippe Noiret. Donc on se propose de lui remettre à nouveau cet espace à disposition, sachant qu'en contrepartie, il fera profiter de son spectacle à un groupe d'enfants des centres de loisirs. Voilà. Ça fait partie de notre objectif en termes de culture, d'essayer de mettre à disposition nos équipements, mais pour avoir aussi en retour vis-à-vis de la population clésienne. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Donc je vais porter réponse aux questions qui ont été posées à l'ouverture. Donc il y avait une question sur la décision numéro 127 qui était cela concerne des éclairages de secours pour Noiret et la cuisine centrale. Il y avait une question sur la date de fin des ADAP, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise aux normes pour les handicaps. En théorie, c'était 2021, mais nous en faisons tous les ans et nous savons très bien que nous n'aurons pas terminé en 2021. Nous reproposerons de nouvelles modifications, de nouvelles améliorations en 2022. Et ça, en parlant de tout ce qui a trait au handicap, ça me donne l'occasion de préciser, puisque Benoît Manteau a pu nous rejoindre dans notre conseil, que Benoît aura en charge les relations du jumelage avec l'Allemagne. Je pense qu'en tant que professeur d'allemand, il n'aura pas de difficulté à se faire comprendre par nos amis de Rottenbach. Et en plus, Benoît est très impliqué aussi dans tout ce qui est handicap, et donc il intégrera la commission handicap. Il y avait une autre question concernant la 117. Alors, c'était à propos des stores, je pense. Les écoles qui ont été concernées sont Briquet maternelle, Proux élémentaire, Proux maternelle, Éluard, Coty élémentaire et Coty maternelle.
Une question relative, qui était la 116, il s'agit des tarifs des mini-séjours jeunesse et qui sont restés identiques à ceux de l'année précédente. Il y avait une question également sur des coûts de démolition. Alors effectivement, ces coûts de démolition ont été dans un premier temps supportés par la ville, mais sont rajoutés dans le prix de vente vis-à-vis l'ADI. Donc cela sera neutre. Et a priori, il y avait une question de Madame Dupuy-Goyer à propos du cinéma, mais qui n'a pas été compris. Donc, Il y a deux fournisseurs, en fait, parce qu'il y a la 165 et puis la 176. Donc, ma question, c'était pourquoi deux fournisseurs en fait. 165 et 176. Oui. Alors, pendant qu'on recherche, je voulais vous informer aussi que le prochain conseil municipal qui était prévu le 13 décembre, on va le reporter au 14 parce que le 13 décembre, il y aura la présentation d'une artiste au centre Philippe Noiret. Donc, il vaut mieux être présent pour cet artiste et reporter le conseil municipal. Voilà, donc le prochain conseil ne sera pas le 13, mais le 14. Juste aussi, pour les subventions, donc l'année prochaine, les dates redeviennent normales ou ça repartira en fait sur la fin de l'année, la dotation? On vous expliquera tout ça au mois de décembre, après toute l'analyse. Oui. Oui, Monsieur Le Rouge. Vous aviez terminé de répondre? Oui, je répondrai à Mme Goyer lorsque j'aurai le détail des réponses. C'est plutôt une question diverse, du coup, si c'est le temps. Oui, attendez. Voilà. Alors, il y en a un qui est vous savez que dans les coûts du cinéma, il y a des coûts pour le programmateur et pour le distributeur. Donc, vous avez une décision qui est pour les coûts du programmateur et une autre pour les coûts du distributeur. Voilà. Oui, Monsieur Le Rouge. Oui, donc j'ai deux questions qui ont trait au marché. La première question que j'ai par rapport à l'écriteau du marché qui a été révélé lors de l'inauguration, enfin la pancarte, je ne sais pas comment vous l'appelez. Enfin, la halle des clés. Voilà, les écritures. Est-ce que c'était prévu dans le devis de l'architecte? Et si oui, sinon, quel est le coût de cette chose, enfin de cet écriteau, pancarte, oui, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, écriteau, c'est plus joli quand même. Écriteau, c'est mieux que chose. Enfin, signalétique, je préfère signalétique, enseigne, c'est même mieux. J'ai pas de mots, je prends celui que vous me donnez. Signalétique me va très bien. Nous avions prévu cette signalétique dans le coût global de l'opération. Je dois dire que le coût, c'est ce que j'ai souhaité mettre. On a eu différentes propositions. Ça a été fait en interne. Hein. Mais il n'y a pas eu de surcoût. Enfin, non, ça a été fait en interne. C'est une signalétique interne, mais dont la réalisation a quand même été sous-traitée. D'accord. Et deuxième question, sur la fiche de poste du placier, est-ce que la sécurité du bâtiment fait partie de cette fiche de poste? La sécurité du bâtiment pendant qu'il est en usage. Tant qu'il est en usage par le placier. Oui. Donc les jours de marché, le jeudi et le dimanche, de globalement 5h du matin jusqu'à 14h ou 13h. Dans la mesure où il y a une DSP et que la DSP elle a été transférée à l'entreprise Mandon et que le placier appartient à l'entreprise Mandon, il a bien sûr une responsabilité, mais aller plus loin dans votre question. C'est par rapport à quoi? Par rapport notamment à la sécurité des issues. Par rapport à la sécurité, mais je me doutais que c'était ça. Alors, il y a effectivement une issue qui a été fermée, qui a été après violemment ouverte, pour ne pas dire autre chose. Alors pourquoi ça a été fermé? C'est pour éviter tous les désagréments qui nous sont remontés au travers du voisinage. Et si cela a été fermé, cela nous a été malgré tout confirmé que c'était tout à fait compatible avec la sécurité globale du bâtiment. Sinon, bien entendu, nous ne l'aurions pas fermé. Alors s'il a fallu l'ouvrir violemment, par définition, ce n'était pas compatible. Puisqu'une issue de secours condamnée... Non, ça n'est pas une issue de secours. Il y a assez d'issues au niveau du marché.
Donc ce n'était pas une issue de secours. Non, non, c'était une issue, c'était une des issues, une des entrées du marché. Si l'on parle de la même entrée qui est proche du bar. On parle de la seule qui a été condamnée. Oui, voilà. Effectivement. D'accord. Oui, Madame Frémont. Ce qui m'étonne quand même, c'est que si vous dites que le placier est responsable de la sécurité des usagers du marché et des commerçants, à la question pourquoi cette porte est-elle fermée, doublement puisqu'elle est verrouillée et fermée avec une chaîne en plastique qui fait plusieurs tours. Et en effet, dans la réglementation, on doit pouvoir, n'importe qui doit être en mesure, quand il la pousse, de l'ouvrir, puisque quoi que vous disiez, même si vous ne dites pas que c'est une issue de secours, elle est répertoriée comme ça dans le bâtiment. Donc c'est une issue de secours. Et s'il y a besoin de sortir, il faut qu'on puisse sortir et en poussant cette porte. Ce qui n'était pas le cas, en effet, depuis quelques semaines. Et quand on demande au placier pourquoi cette porte-là plus particulièrement et pourquoi fermer de cette sorte-là, il ne le sait pas. Donc on est parti du principe que s'il ne le savait pas, elle avait été fermée avec une chaîne contre sa volonté. Nous l'avons donc en effet réouverte. Voilà. Et c'est de votre responsabilité que cette porte puisse être ouverte en cas de besoin d'évacuation par tout le monde et rapidement. Et là, ce n'était pas le cas. Alors, Madame Frémont, elle sera refermée dans la mesure où il n'y a pas nécessité que cette porte soit constamment ouverte compte tenu du nombre d'autres portes qu'il y a sur le marché. Et ce que j'ai précisé au départ, c'est que ceci a été fermé suite aux nombreuses plaintes de l'ensemble du voisinage sur tout le bruit qui se passait sur le parking arrière. Vous pensez bien que je n'aurais pas pris la responsabilité de fermer cette porte si l'ensemble des autres issues ne permettaient pas une évacuation. Néanmoins, je ferai recontrôler. Voilà. Donc ça veut dire que vous baissez la sécurité des usagers du marché en bloquant une issue de secours pour quelques riverains, alors que nous sommes plusieurs dizaines d'usagers du marché le jeudi et le dimanche. C'est un choix. Non, c'est une façon dont vous présentez. Mon choix est toujours le choix de la sécurité. À partir du moment où il y aura suffisamment de sécurité, si cette porte peut être fermée, elle sera fermée. S'il n'y a pas suffisamment de sécurité lorsque cette porte est fermée, elle sera réouverte. Mais tout ce qui m'a été expliqué, c'est que cette porte pouvait être fermée. Ça aurait été bien de s'en assurer avant. Nous en sommes assurés avant. Si c'est possible, je vais apporter une petite précision. Effectivement, cette porte, on souhaitait réellement la fermer pour éviter les nuisances du voisinage. Et nous avons profité d'une commission de sécurité pour demander le conseil au préventionniste qui s'est rendu sur place. Et dans un premier temps, nous voulions réellement la fermer et se poser la question du nombre d'unités de passage pour la sortie. Si cette solution avait été retenue, il aurait fallu qu'on modifie tous les plans et qu'on repasse une nouvelle commission de sécurité. Le préventionniste, dans un bon réflexe pour éviter des dépenses et d'autres choses, nous a préconisé, comme dans les grands magasins et comme dans les boîtes de nuit, de mettre une chaîne cassable, ce qui permettait de garder, en cas d'extrême nécessité, un passage par cette porte. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais, sauf qu'en effet, cette porte, il faut qu'elle puisse être ouverte par n'importe qui, c'est-à-dire ça va de l'enfant à la personne âgée de 80 ans. Et là, en faisant plusieurs tours, même d'une chaîne en plastique, on a essayé. Et ben, j'aime autant vous dire que tout le monde ne peut pas l'ouvrir. Et c'est là où vous êtes en défaut. Mais pourtant, vous avez réussi, vous. Oui, parce que je suis forte et musclée. L'essentiel est d'en être convaincu. Voilà. Bon, on va terminer sur une note d'humour. Ce que je propose également, là, le conseil va être clos, mais avant qu'il soit clos, avec l'équipe municipale, nous nous étions engagés. Nous souhaitons que lorsqu'il y a du public dans la salle, si le public a des questions à poser au niveau de ce conseil, eh ben, nous essaierons de répondre soit en temps réel si nous avons les éléments, sinon nous apporterons la réponse lors du conseil municipal suivant. Donc je pose la question
avant le conseil est clos pour l'ensemble des conseillers municipaux, mais je pose, avant de le clôturer globalement, aux personnes qui sont dans la salle, s'ils ont des questions à nous poser. Oui. Excusez-moi, c'est juste une question juridique. On peut pas, on suspend le conseil pour permettre, mais sinon juridiquement, légalement, le public ne peut pas intervenir. Donc il faudrait suspendre le temps mais pas clos. J'ai dit clos pour le conseil et j'ai dit il sera clos définitivement, globalement. Je pense qu'on ne va pas essayer de jouer sur les mots. Ce que je veux, c'est pouvoir donner la parole aux personnes qui sont là, qui se sont dérangées. Voilà, je pense que... Oui, monsieur. Je suis tout à fait avec vous et on tombe sur une certaine forme d'incivilité par des cyclistes qui roulent très très vite sur des trottoirs. En fait, il faut il y a les trottinettes également aussi, et il y en a de plus en plus. On doit tous apprendre à cohabiter, et le vélo n'a pas à être sur le trottoir. Et après, comme vous le dites, c'est ce que j'avais fait remarquer à M. Seval tout à l'heure, la difficulté que nous aurons à créer de vraies pistes cyclables sur les clés. On a quelques zones où on pourra le faire, mais on sait très bien que ça ne pourra pas se généraliser. Voilà. Non, mais je suis con. Ouais. Oui. Ouais. Ben, oui, c'est vrai. Non, mais bon. Merci. Et y a-t-il d'autres questions? Non, bah s'il n'y en a pas, donc on va clore cette séance. Je remercie aux personnes qui sont venues, et puis on se donne rendez-vous donc le 14 décembre pour le prochain conseil. Merci à vous et bonne fin de soirée.